Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de votre podcast Podcast City, dans lequel Saint-Hubert vous est raconté au creux de l'oreille. Je suis Isabelle, votre hôte, bibliothécaire documentaliste, et aujourd'hui encore, je vous emmène au cœur de l'Ardenne belge à la découverte de Saint-Hubert. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous porter par ce nouveau voyage sonore. Allez, c'est parti, bonne écoute. Saint-Hubert, cette charmante petite ville nichée dans la forêt, a plus d'une histoire à vous raconter. Dans le premier épisode, j'ai évoqué son illustre patron, Saint-Hubert. Mais la ville a vu naître bien d'autres personnalités. Et parmi elles, un artiste dont le nom résonne encore dans le monde entier, Pierre-Joseph Redouté. Vous ne le connaissez peut-être pas directement, mais ses œuvres, elles, vous sont sûrement familières. Rose délicate, lys majestueux, liliacée lumineuse, il a peint les fleurs avec une précision et une poésie telles qu'on le surnomme encore aujourd'hui le Raphaël des fleurs. Laissez vos oreilles s'ouvrir et vos pensées vagabonder. Nous allons partir ensemble à la rencontre de Pierre-Joseph Redouté, enfant de Saint-Hubert, devenu peintre des reines et empereurs. Pierre-Joseph Redouté voit le jour à Saint-Hubert, le 10 juillet 1759, dans une famille modeste mais profondément imprégnée d'art. Depuis plusieurs générations, les Redoutés sont peintres. L'un de ses ancêtres a travaillé pour les princes-évêques de Liège et son père, Charles-Joseph, après des études à l'Académie de Saint-Luc à Paris, s'est installé à Saint-Hubert. C'est d'ailleurs l'abbé de l'époque, l'homme Célestin de Young, qui l'avait invité à venir décorer le monastère. Cet abbé a marqué la ville. Sous sa direction a été construit le quartier abbatial, patrimoine majeur de Wallonie, et nombre d'éléments décoratifs de l'abbatiale. Son portrait, d'ailleurs, est toujours visible aujourd'hui, exposé au musée Redouté. En 1750, Charles-Joseph épouse Marguerite Joseph Chalon. Le couple aura 6 enfants, dont 3 garçons, et parmi eux, le plus célèbre de tous, Pierre-Joseph. Les 3 fils possèdent une fibre artistique, mais Pierre-Joseph se distingue très tôt par son regard sensible sur la nature. Dans l'abbaye de Saint-Hubert, il trouve un environnement propice pour développer sa sensibilité. C'est là qu'il rencontre Dom Robert Hickman, un moine, à la fois médecin, pharmacien et jardinier. Celui-ci lui apprend à observer la nature avec minutie, à aimer la botanique et l'herborisation. Autant d'éléments qui forgeront son futur regard d'artiste. À 13 ans à peine, Pierre-Joseph quitte l'atelier paternel. Son chevalet sous le bras pour tenter sa chance. Pendant près de 10 ans, il parcourt les routes des Flandres, décorant des salons, peignant des dessus de porc, des toiles religieuses, des portraits. Il travaille au gré des commandes, rencontre d'autres artistes et apprend sans cesse. En 1782, il a 23 ans lorsqu'il rejoint son frère aîné Antoine Ferdinand à Paris. Ensemble, ils peignent des décors de théâtre et des intérieurs raffinés. Mais Pierre-Joseph a une passion secrète, les plantes. Dans ses temps libres, il fréquente le jardin du roi et remplit des carnets entiers de croquis de fleurs. Un jour, sa route croise celle de Charles-Louis l'héritier de Brutel, botaniste éminent. Celui-ci est immédiatement frappé par la qualité de ses gouaches. Il l'encourage, l'initie à la rigueur scientifique de la botanique et lui ouvre les portes d'un nouveau monde, celui de l'illustration naturaliste. Sous son impulsion, Pierre-Joseph part à Londres pour parfaire son art, avant de revenir à Paris, où sa carrière va véritablement décoller. De retour à Paris, Pierre-Joseph Redouté entre dans une nouvelle ère de sa vie.
Grâce à l'héritier de Brutel, il est introduit à la cour de Versailles. Et c'est là que son talent trouve son premier grand soutien, la reine Marie-Antoinette elle-même. Séduite par ses compositions, elle lui accorde le titre de dessinateur et peintre du cabinet de la reine. Un privilège immense qui lui permet notamment d'accéder librement au jardin du Trianon. Redouté y observe, dessine, aquarelle, et peu à peu, sa renommée s'installe. Il participe à la grande collection des Vélins du roi, qui rassemble les plus belles représentations de plantes et d'animaux. Ses œuvres circulent dans les cercles scientifiques et artistiques de Paris. Petit à petit, il devient incontournable pour illustrer les ouvrages de botanique. Une innovation marque aussi son style. Il abandonne la gouache au profit de l'aquarelle. Plus légère, plus lumineuse, plus subtile, cette technique confère à ses fleurs une fraîcheur nouvelle, presque vivante. Puis, en 1798, une rencontre change son destin. Joséphine Bonaparte. L'épouse du futur empereur devient sa protectrice. Elle l'accueille dans son domaine de Malmaison, où elle collectionne avec passion les plantes venues du monde entier. Pour elle, Redouté peint, illustre, immortalise cette incroyable profusion florale. C'est à cette époque qu'il entreprend son œuvre la plus célèbre, les roses, un recueil somptueux rassemblant des centaines de variétés. Certaines ont aujourd'hui disparu, mais grâce à Redouté, elles survivent encore sur le papier, éclatantes de couleurs et de détails. Durant tout l'Empire, l'artiste connaît une fécondité incroyable. Ses pinceaux donnent naissance à les liliacées, à l'illustration de la botanique de Rousseau et à bien d'autres travaux. Il est nommé maître de dessin au Muséum Histoire Naturelle et ouvre un atelier très couru. Là, les grandes dames de Paris viennent suivre ses leçons de dessin. La reine Hortense, la duchesse de Berry, Marie-Adélaïde d'Orléans, la reine Amélie et même ses filles, dont Louise-Marie, future épouse du roi des Belges, Léopold Ier. Redouté est à l'apogée de sa gloire. On se presse dans son atelier, on collectionne ses planches, on admire ses fleurs comme de véritables trésors. 3 mots résument alors son œuvre: exactitude, justesse et composition. En 1825, Charles X lui remet la Légion d'honneur. Quelques années plus tard, il devient peintre de fleurs du cabinet de la reine Marie-Amélie, puis chevalier de l'ordre de Léopold en Belgique. Mais les modes changent et dans les années 1830, l'engouement pour ses aquarelles commence à s'atténuer. Les commandes se raréfient et Redouté voit peu à peu ses revenus décliner. Pourtant, il ne cesse jamais de peindre, jusqu'au bout. En juin 1840, affaibli, il est retrouvé devant son chevalet en train de peindre une ultime fleur, un lys blanc, comme un symbole. Il s'éteint à Paris et repose désormais au cimetière du Père-Lachaise. Si Pierre-Joseph Redouté est mort dans une relative pauvreté, son œuvre, elle, n'a jamais cessé de rayonner. Ses aquarelles continuent d'émerveiller et son héritage est célébré un peu partout dans le monde. À Saint-Hubert, sa ville natale, la mémoire de l'artiste est bien vivante. En 1987, face à l'emplacement de sa maison natale, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a mis à disposition un immeuble dans lequel un musée lui est consacré. On y découvre des œuvres originales, des objets personnels et même quelques gravures de son frère Henri-Joseph. C'est un lieu vibrant qui garde intacte la trace de son génie. Dans les rues de la ville, son nom est partout. La rue Redouté, bien sûr, mais aussi une fontaine monumentale érigée au XIXe siècle sur la place du marché. Sur une colonne massive entourée de sphinx, son buste domine toujours le bassin.
rappelant à chacun que Saint-Hubert a vu naître un peintre qui séduisit les plus grands souverains d'Europe. Non loin de là, dans une maison de la place, une peinture murale de jeunesse, datée de 1777. Elle est encore visible. La chasse à l'eau. Une trace discrète mais émouvante de l'enfant de Saint-Hubert devenu maître des fleurs. Et parce que l'hommage se devait d'être vivant, la ville a aménagé une roseraie publique. Plus de 50 variétés y sont plantées, offrant un écrin parfumé où chacun peut flâner. Une randonnée de 1,3 km proposée par la Grande Forêt de Saint-Hubert retrace également la vie de l'artiste, permettant aux visiteurs de marcher dans ses pas. Et l'influence de Redouté dépasse largement les frontières de la Belgique. Depuis l'an 2000, au château du Lude, en Val-de-Loire, est décerné chaque année le prix Pierre-Joseph Redouté, qui récompense les plus beaux livres consacrés au jardin. Cette distinction, devenue une référence dans le monde horticole et éditorial, perpétue son nom et sa passion des fleurs. Aujourd'hui encore, ces aquarelles sont rééditées, exposées, admirées. Elles rappellent, à travers le temps, que la beauté fragile d'une fleur peut devenir éternelle sous le pinceau d'un artiste. Voilà, chers auditeurs, c'est déjà la fin de ce 2e épisode de Borca City. J'espère que ce voyage à la rencontre de Pierre-Joseph Redouté vous aura touché autant que moi. Lors de votre passage à Saint-Hubert, prenez le temps de visiter le musée qui lui est consacré ou simplement de flâner dans la roseraie. Vous verrez, on y retrouve encore un peu de la poésie de ses roses et de la délicatesse de son regard. Merci pour votre écoute. Retrouvez toutes les informations pratiques dans la description de cet épisode et sur la page Facebook du tiers-lieu de la ville. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à la découverte de Saint-Hubert, pays des forêts et de la nature.